Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Pépites de Cindy. Moi, c'est Cindy, je suis conseillère en images, j'accompagne les femmes à se révéler, à gagner en confiance en elles et à oser briller. Et je suis aussi la cofondatrice de l'application My Stylist, une application de conseil en images pour avoir tous les trucs et astuces pour vous sentir belle à portée de main. Et j'ai également cofondé la marque Power, une marque de vente en réseau de produits bien-être, beauté et minceur. Dans ce podcast, j'ai envie de vous faire découvrir des femmes inspirantes, des femmes qui ont un destin hors du commun, qui ont vécu des choses un petit peu extraordinaires, des choses incroyables et elles viennent les partager avec moi, avec vous, sur ce canapé, à la maison. Mais j'invite aussi des femmes expertes dans un domaine qui peut intéresser toutes les femmes sur des sujets qui nous concernent toutes, sur des sujets de société. Pour vraiment avoir un partage simple, inspirant, en toute authenticité et bienveillance. Pas de chichi, pas de blabla, pas de psychologie, vraiment un moment qui fait du bien. Ce podcast est disponible sur les plateformes YouTube, Spotify et Deezer. Vous pouvez aussi bien l'écouter que le regarder, c'est quand vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez bien sûr m'écrire à cette adresse mail si vous aussi vous avez une histoire, une expertise à nous partager et pourquoi pas venir vous installer avec moi sur le canapé pour qu'on puisse faire connaissance et parler de quelque chose d'inspirant ensemble et pour toutes les personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, le partenaire de cet épisode, c'est la société Power. Alors Power, apostrophe H-E-R, puisqu'il s'agit bien de la puissance féminine, du pouvoir des femmes. C'est une société de vente en réseau. Donc, ce sont des icônes, des personnes qui viennent chez vous pour vous présenter toute une gamme de produits, mais qui vous font aussi du conseil personnalisé en one-to-one. Donc, il y a vraiment tout un système de vente différent pour que chacun puisse y trouver ce dont il a envie. Et ce sont des produits beauté, bien-être et minceur au naturel avec comme produit phare, comme vraiment produit central, la spiruline. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est la spiruline, puisque c'est vraiment un aliment qui peut changer la vie de plein de personnes. C'est une micro-algue, c'est donc un aliment désigné par l'OMS et l'UNESCO, rien que ça s'il vous plaît, comme étant l'aliment le plus riche qu'on peut trouver naturellement sur la planète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans cette algue, dans cet aliment, on retrouve toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les anti-inflammatoires, les antioxydants, les oméga 3, les oméga 6, les acides gras essentiels, non essentiels dont votre corps a besoin pour fonctionner correctement. Ce sont des petits comprimés qui en fait vont venir combler votre bol alimentaire. Donc tout ce que votre alimentation ne vous apporte pas, soit parce que vous ne mangez pas suffisamment de fruits et légumes, aussi parce que les méthodes de culture et les sols dans lesquels nos fruits et légumes sont cultivés sont de plus en plus pauvres et les méthodes de culture les appauvrissent énormément. Donc on n'a pas assez de nutriments pour combler tout ce dont notre corps a besoin. Ça crée des carences. Ces deux petits comprimés viennent vraiment compléter ce que votre assiette ne vous offre pas. Ce qui fait que vous allez vous sentir avec plus d'énergie, de vitalité, un meilleur sommeil, avoir une digestion plus facile, un transit plus régulier, une immunité boostée. Les inflammations de votre corps vont diminuer parce que dedans, il y a de puissants anti-inflammatoires naturels. Ça va ralentir le vieillissement de vos cellules, donc ça va permettre d'éviter que les maladies s'installent puisque vos cellules vont vieillir moins vite grâce aux puissants antioxydants dont la phycocyanine qui est présente entre 17 et 20% dans la spiruline Power. Ça va aussi jouer sur la croissance de vos cheveux, de vos ongles, la beauté de votre peau, la force de vos cheveux, de vos ongles aussi. C'est idéal pour les sportifs, pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un soutien musculaire parce que c'est très riche en protéines. Ça va soutenir le système respiratoire, le système circulatoire, le système nerveux. Vraiment, c'est un petit comprimé aux 1000 bienfaits qui, en prévention santé, va être vraiment un trésor très précieux. Tout le monde peut le prendre, de la naissance aux personnes plus âgées, les sportifs, les adultes, les enfants qui ne mangent pas beaucoup de fruits et légumes, les ados qui ont tendance à aller facilement vers la malbouffe, les végétariens, les véganes, tout le monde peut vraiment consommer cet aliment.
cette algue, cette spiruline pour apporter un vrai bien-être global et avoir un corps qui fonctionne de façon totalement optimisée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la gamme Power sur le site www.power.shop. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'Unicone, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux et sachez que pour toutes vos premières commandes, pour les nouveaux clients, il y a 5 € de réduction dès 50 € d'achat. Donc c'est vraiment un petit truc en plus pour vous donner envie d'aller tester les produits. Et par contre, une fois que c'est testé, généralement c'est approuvé. Donc voilà, ça vous permettra de prendre soin de vous de façon naturelle. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai la chance de recevoir Mélanie Léonard qui est pédiatre. Donc pédiatre, c'est le médecin pour les enfants de 0 à 18 ans. Je l'ai invitée parce que j'avais envie de parler avec elle, qui est experte dans ce domaine, d'un sujet qui touche à peu près tous les parents, c'est l'alimentation des enfants. Donc on entend plein de choses et leur contraire, on est un peu inondé d'idées reçues, de façons de faire qu'on a héritées de nos parents et souvent on se demande est-ce que je fais bien? On va aussi aborder la question des caprices alimentaires, que faire si mon enfant refuse tel aliment ou carrément s'il refuse de manger. Voilà, on a tous en tant que parents passé du temps à faire l'avion avec notre cuillère pour distraire l'enfant et qu'il accepte de manger. Donc voilà, est-ce que ce sont des bonnes habitudes ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire pour qu'un enfant apprenne à manger de tout, à développer son palais? On va questionner Mélanie sur toutes ces questions que l'on peut se poser en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant que parrain, marraine, tati, spécialiste, experte de l'enfance. Voilà, on va vraiment explorer ce sujet en profondeur pour vous permettre de faire la différence de l'info, de l'intox et surtout de pouvoir alimenter vos enfants de la meilleure des façons. Donc aujourd'hui, on va accueillir Mélanie Léonard qui est pédiatre et donc qui va nous révéler tout plein de choses super intéressantes à savoir sur l'alimentation des enfants. Donc bonjour Mélanie. Bonjour Cindy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. J'espère que tu vas bien. Oui, très très bien, oui. Que tu es prête, Oui, du coup. j'espère. Mais oui, j'en suis sûre. Alors, avant de démarrer, nous, on a un petit rituel pour accueillir les personnes qui viennent. C'est le petit pins. Ah oui. Donc voilà, tu vois, j'ai le petit pins aussi et je voudrais t'offrir, en plus, qui Avec va aller plaisir, super bien. Donc si tu veux bien que je le mette dans ton blazer. Hop, voilà. Donc, c'est un petit pins Girl Power. Ouais. Pour que tu n'oublies jamais que les femmes sont capables de tout et qu'on a un pouvoir presque illimité. Parfait. Voilà, comme ça, Merci du coup, beaucoup. tu fais avec plaisir. Merci de la team. Voilà, exactement. Alors, donc Mélanie, est-ce que tu peux te présenter, donc aux personnes qui vont nous écouter, nous expliquer un peu ton parcours et nous dire pourquoi tu as choisi de devenir pédiatre et vraiment expliquer ce qu'est la pédiatrie. Voilà, comme ça, on en sait un peu plus avant de plonger dans le sujet. Moi, je m'appelle Mélanie, donc j'ai 39 ans et je suis pédiatre sur Liège. Je suis embauchée par le CHU de Liège et donc à ce titre-là, je travaille à la fois à la Citadelle et au Bruyères. Je fais de la consultation, du travail aussi hospitalier en service à la Cita et des gardes également. Et alors, j'ai une petite activité de consultation à mon cabinet privé pour consulter. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es plus dirigée vers la pédiatrie? Vers les enfants? Ça, je pense que ça reste une vocation parce que depuis que je suis toute petite, j'ai un premier souvenir en primaire d'un petit dossier pour le PMS où on devait compléter ce qu'on voulait faire plus tard. Et depuis que je suis petite, depuis que j'ai eu des contacts avec mes pédiatres, j'avais envie de faire pédiatre. Et donc, du coup, dans ma tête, ça a toujours été la médecine pour la pédiatrie. Donc, depuis le départ, je me suis engagée là-dedans avec ce but-là. Et puis, pendant les études, parfois, on a d'autres idées, mais au final, c'est resté quand même. Et quand j'ai commencé mon assistanat, donc c'est vraiment la formation en pédiatrie, après être devenue médecin, c'est là que c'était devenu clair et évident que c'était vraiment ce qu'il me fallait, quoi. Oui, donc c'est vraiment une vocation, oui, quoi. C'est un rêve de petite fille. Oui, de petite fille. Et même si quand tu grandis, tu as d'autres parfois idées, d'autres aspirations. Voilà, j'ai toujours bien aimé le voyage, les langues, donc je me suis dit, ah oui, pourquoi pas hôtesse de l'air, mais non, la pédiatrie, ça a toujours été le goal numéro 1. Oui, avant même d'avoir toi-même des enfants, oui, tu avais déjà cet intérêt. Oui, pour les enfants, j'ai toujours aimé les enfants. J'ai pratiqué des mouvements de jeunesse, j'ai animé des enfants. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours eu le contact facile. Et donc, ça me paraissait logique. Après, c'est sûr que soigner des enfants, c'est encore différent. Ça a son lot de difficultés et de tristesse. Mais
voilà, ça reste vraiment, comme tu dis, c'est ma vocation. Et donc, même les moments tristes sont... Voilà, j'en sors du positif, quoi. Bien sûr. Et ça a changé quelque chose pour toi quand tu es devenue maman? Oui, totalement. En fait, on se rend compte que notre expérience en tant que maman, ça impacte à mort notre pratique quotidienne en pédiatrie, parce que quand on discute avec des parents, quand on leur conseille des choses, on peut aussi leur dire, vous savez, je suis passée par là en fait, pour telle ou telle chose. Oui, j'ai eu des soucis de sommeil avec mes enfants. Oui, il y a eu des fois, on a dû se battre pour les faire manger, comme tout le monde, quoi. Mais ça donne un peu plus de légitimité encore, je trouve, d'avoir ce rôle de maman qui est passé par là, qui n'est pas juste un docteur qui a appris la théorie, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, il y a vraiment une différence entre la théorie et puis la réalité, la pratique. Oui, tout à fait, voilà, pratique, au quotidien. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui nous écoutent ce que c'est exactement un pédiatre? Tu prends en charge les enfants de quel âge à quel âge? Enfin, voilà, quelle durée, oui. En gros, la pédiatrie, c'est vraiment la médecine de l'enfant. Et nous, on considère que l'enfant, c'est dès la naissance. Donc, ça commence dès le bloc d'accouchement. Donc, toute la partie néonatologie fait partie de notre formation. Jusqu'à, normalement, en général, 16 ans, même 18 ans. On dit parfois sur certains cas, parce qu'il y a des enfants qui ont des pathologies chroniques et donc qui nécessitent un suivi pédiatrique un peu plus prolongé parfois et qui ont du mal à passer du côté adulte. Et donc, du coup, c'est vraiment toute la médecine de l'enfance, de 0 à 16 ans globalement. Et dans tous les domaines, quoi. Je veux dire, on a des cardiologues pédiatriques, on a des pneumologues pédiatriques, des endocrinologues pédiatriques. Et donc, dans toutes les spécialités, on peut se former encore plus, quoi. Certains de mes collègues ont décidé de se former plus particulièrement dans une branche. Moi, je fais la pédiatrie générale parce que j'aime de tout et j'aime pouvoir toucher à tout, discuter de tout. Et puis après, quand ça devient de la surspécialisation, je passe le flambeau à mes collègues et c'est ça la force aussi de notre équipe, quoi. Super. Et du coup, la façon dont on va soigner les enfants est vraiment très différente de celle dont on soigne les adultes? Parce que je suppose que tu as eu une formation de médecine générale d'abord, et puis tu as fait des spécialisations. Oui, parce qu'en fait, parfois on a cette croyance, et même dans la médecine en général, les médecins adultes ont tendance à penser que la pédiatrie, c'est la médecine du petit adulte, quoi, du petit humain. Mais en fait, il y a une très, très grosse différence parce que déjà, il faut savoir qu'un enfant, jusqu'à un certain âge, ne parle pas, ne sait pas exprimer, ne sait pas montrer où il a mal. Les symptômes peuvent être très, très variés, variables. Et une même pathologie peut s'exprimer de mille et une façons différentes. Et sortant du cadre de la théorie des livres, quoi. Donc, une pathologie chez un enfant, comme des boutons, etc., peut s'exprimer de forme variable et ça rend même la chose difficile, mais tout aussi stimulante, quoi. Et en termes de traitement, pareil. En termes de traitement, les dosages sont totalement différents, que ce soit un bébé qui vient de naître, qui a 3 jours de vie, ou un grand qui a 16 ans, qui a un gabarit d'adulte, quoi. Donc, on doit pouvoir adapter nos doses en fonction de l'âge, du poids, savoir lesquelles, justement, s'adaptent en fonction de l'âge, du poids. Pour les examens complémentaires, pareil, un scanner, c'est très irradiant. Si on estime que c'est vraiment indispensable de le faire, on va le faire, mais on peut sur le pour et le contre de plein de choses pour lesquelles, je pense, on se tracasse beaucoup moins pour un adulte. S'il faut faire un scanner de la colonne, voilà, on le fait. Mais pour un enfant, clairement, on y réfléchit à 2, 3 ou 4 fois. Oui, donc c'est vraiment différent. Oui. Et je suppose que le thème qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, l'alimentation des enfants, pas la même chose que l'alimentation des adultes, parce qu'il y a des besoins vraiment spécifiques et peut-être des choses dont il faut tenir compte, vraiment être vigilant à certaines choses. Donc, est-ce que selon toi, l'alimentation des enfants commence pendant la grossesse dans le ventre de la maman? Oui, d'ailleurs souvent on parle des 1000 premiers jours du bébé, mais on parle aussi de toute la croissance du fœtus pendant la grossesse. Et donc c'est vrai que c'est vraiment important d'assurer une bonne alimentation de la femme enceinte. Alors on parle souvent des choses très standards comme les toxiques et l'alcool, mais c'est vrai que l'alimentation au sens large doit quand même être discutée aussi en gynéco, je pense. Ok, et quels sont les gros points importants, les gros points de vigilance? Tu vois, vraiment sur l'alimentation, si on a des femmes enceintes qui nous écoutent? Moi, je dirais bien s'hydrater, éviter vraiment... Moi, je suis plutôt partisane de la tolérance zéro pour l'alcool et pour les toxiques, bien sûr, mais parce que dans mon métier, j'ai vu malheureusement des retentissements chez des enfants. Donc, du coup, je préfère dire zéro. Dans les toxiques, tu sais... Drogue au sens large, oui, c'est ça. Et alors, je pense une bonne hydratation et une alimentation saine et diversifiée, quoi. Manger un petit peu de tout. Elles ont quand même des gros besoins en fer et elles sont souvent carencées en fer. Donc, je pense qu'il y a une attention importante aux protéines au sens large, quoi. Ok. Il y a cette croyance qui dit qu'on peut un peu programmer les goûts du bébé en fonction de ce que la maman mange. Est-ce que c'est vrai? Ça, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai déjà entendu cette
cette croyance et je ne sais pas si c'est mythe ou réalité, mais je n'ai pas la réponse. Ok, bah Faut demander à un gynécologue. Oui, voilà, c'est voilà. ça, on aura la réponse. Est-ce que tu as déjà rencontré, toi, des bébés donc, qui arrivent au monde, qui naissent et qui ont des soucis de santé liés vraiment à l'alimentation de la maman? Non, en dehors vraiment de tout ce qui est alcool et drogue, pas d'un point de vue alimentaire. Ça, j'ai jamais vu encore de retentissement. Parce que parfois, on a des enfants qui ont des retards de croissance intra-utérin et donc ils naissent avec des poids très très faibles pour leur âge gestationnel, je vais dire. Mais c'est pas forcément du tout corrélé avec l'alimentation de la maman et donc du coup, on n'a pas vraiment de lien de cause à effet à mettre en évidence, quoi. Et qu'est-ce qu'on risque, par exemple, si on est enceinte et qu'on mange mal, qu'on ne mange pas de fruits, qu'on ne mange pas de légumes, qu'on manque de vitamines, qu'on mange des produits transformés tout le temps, des graisses, du sucre? Je pense qu'il peut y avoir un placenta qui est mal nourri, pas aussi bien nourri. Et donc, du coup, comme on sait que voilà, tout transite via ce placenta au bébé, évidemment, tout ce qu'on mange, qu'on ingère de mauvais pour nous, c'est transféré en partie à l'enfant aussi, quoi. Oui, donc même si on a une alimentation polluée, avec des métaux lourds, etc., ça va passer à travers la barrière transplacentaire. Oui, donc c'est vraiment le premier acte d'amour qu'on peut faire pour son bébé. Ouais, c'est de bien se nourrir. Prendre soin de son corps pour prendre soin de son bébé aussi, quoi. Super. Et après, quand le bébé arrive, il y a aussi la question de sa première nourriture, c'est le lait. Oui. Donc l'allaitement, est-ce que là, par contre, on a une vraie corrélation, un vrai lien entre ce que la maman mange? On dit, enfin moi j'ai entendu des choses, tu dois manger pour deux parce que tu nourris deux personnes. Ça, pas forcément. Je pense que ça c'est propre à chaque maman. Il y a encore une fois une grosse part d'hydratation très importante, surtout quand on allaite. Il y a vraiment beaucoup. Il faut faire attention à son hydratation, mais encore une fois, oui, l'alimentation a un réel impact. Et nous, ça, on le voit au quotidien parce que une des causes d'inconfort digestif et de problèmes digestifs des premiers mois de vie du bébé est souvent l'allergie aux protéines de lait de vache. Et donc, du coup, on est souvent amené, malheureusement, à demander aux mamans qui souhaitent continuer d'allaiter, mais tout en améliorant le confort de leur bébé, de faire un régime sans protéines de lait de vache. Et les protéines de lait de vache, on en trouve dans des tas de trucs, dans tout, on trouve du lait, quoi. Et on voit bien que parfois, en 2 semaines de régime, entre guillemets, le bébé va beaucoup mieux. Il a moins d'eczéma, il est plus confortable, il a moins de reflux. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment le lien de cause à effet entre je change mon alimentation, mon bébé va mieux. Alors, le lait de vache, c'est vraiment un truc super important et prépondérant. Le reste des aliments, je pense que ça l'est moins clair dans notre pratique quotidienne, je veux dire médicale, de pouvoir dire, on s'est posé la question avec une maman, est-ce que sa consommation énorme de tomates avait un impact sur la digestion de son bébé? Honnêtement, c'est difficile, franchement, de savoir à quel point ça peut avoir un impact. Mais voilà, pareil pour le café, les boissons pétillantes, le thé, tout ce qui est excitant, ça passe aussi dans le lait maternel et donc du coup, notre bébé, il en ingère aussi, quoi. J'adore, c'est super intéressant. Il faut vraiment qu'on puisse creuser les sujets parce que les personnes qui nous écoutent, on ne sait pas trop ce qu'elles savent, ce qu'elles ne savent pas, comment elles comprennent. Quand tu parles d'une bonne hydratation, c'est quoi et c'est combien? Oui, je dirais qu'il faut au moins 1,5 litre à 2 litres par jour pour une maman qui allaite, quoi. Alors peut-être 2 liquides tout confondus. Ah ok, voilà. Donc j'inclus, si elle boit... franchement, je ne suis pas très stricte, donc si maman elle veut boire une tasse de café le matin, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas se mettre non plus trop de limites, bien sûr, et trop de cadres, mais toute boisson confondue alors. Ok. Mais c'est vrai que souvent on conseille aux mamans d'avoir tout le temps leur bouteille d'eau, leur gourde avec elles, tout près, parce qu'en plus quand on allaite, on a vraiment toute cette sensation de soif qui vient et voilà, donc il faut vraiment suivre ce besoin et bien hydrater, quoi. Donc tu parlais un peu de la tolérance au lait de vache. C'est plus allergie en fait, parce que la tolérance du coup au lactose, c'est encore un autre problème. Ok, voilà, c'était une de mes questions. J'avais prévu qu'on en parle un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas parce que la maman a des réactions au lait. Et elle n'en a pas, oui. Oui, voilà, c'est ça l'idée. En fait, c'est vraiment le bébé qui est, on va dire, malade, entre guillemets, à cause de sa réaction au lait de vache. Mais ce serait pareil avec un biberon, je veux dire. Oui. Ici, c'est parce qu'on parle vraiment de la maman allaitante, mais si on avait commencé avec un lait infantile en poudre au biberon et qu'on se rendait compte qu'il avait de nouveau les mêmes symptômes, on aurait aussi éliminé et choisi un lait
pour les allergiques, quoi. Mais ici, dans le cas de la maman, elle n'a aucun symptôme. C'est juste le fait de voir son bébé qui, parfois, ne s'alimente pas bien, ne grossit pas bien, peut avoir de l'eczéma, des problèmes pour aller à la selle, que ce soit de la constipation ou même des selles liquides et sanglantes, et du reflux. Ça, c'est vraiment Donc, c'est très, très varié comme tableau. Et c'est parce que le bébé est plus fragile, Non, on n'a pas vraiment d'explication sur... Alors parfois, il y a un potentiel un peu génétique quand même, mais l'allergie aux protéines de lait de vache, c'est quelque chose de très courant et qui est très réversible aussi, parce qu'il y a plein de bébés qui ont ça, qui sont un peu allergiques. C'est vraiment une réaction antigénique, quoi. Donc c'est nos anticorps qui réagissent contre les protéines du lait. Mais ça peut être totalement transitoire. Et parfois, ça dure quelques mois. Et puis après, on retolère à nouveau et c'est parti. Moi, j'ai déjà entendu dire que le lait de vache, il est fait pour les veaux et pas pour les êtres humains. Ce qu'il y a, c'est qu'on en a besoin. Le lait infantile, et principalement de vache, quoi, on en a besoin. Ça fait partie de l'alimentation numéro 1. Alors, c'est sûr que si c'est le lait de la mère, donc c'est l'idéal. Mais encore une fois, pour toutes les mamans qui n'allaitent pas, et c'est leur droit, et parfois, c'est pas de leur faute, elles auraient voulu, elles n'y arrivent pas. Et elles ne doivent pas se mettre de pression, la seule solution, c'est du lait de vache en poudre, quoi, du dérivé. Oui, il vaut mieux un biberon donné dans le calme, l'apaisement, que d'essayer d'allaiter dans le stress et sous la pression, quoi. Ouais, vraiment. Mais du coup, tu as répondu un petit peu à la question que je voulais te poser, parce que sans vouloir ouvrir de débat, mais on est quand même d'accord qu'il y a de mieux pour l'enfant, ça reste le lait maternel de sa maman, sans culpabiliser les mamans, parce que comme tu l'as très bien dit, on fait tout ce qu'on peut et parfois contre... mais vraiment, ce qui va être le plus toléré, c'est le lait maternel. Mais tout en faisant attention à son alimentation. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent améliorer la qualité nutritive du lait ou faire monter plus de lait Oui, ça dépend un peu. Il y a certaines croyances, encore une fois, et donc ça, il n'y a rien de très établi, je pense. Parfois, on avait parlé du fenouil, mais c'est pas toujours. Ça a été un peu décrié, donc franchement, je ne saurais pas répondre précisément à cette question. Il n'y a pas d'études qui montrent que vraiment à 100%, non. Ok. Il y a plein de choses sur lesquelles on se dit oui, peut-être, et puis en fait, non, peut-être pas tellement, quoi. Et pour les mamans qui n'allaitent pas, un des premiers défis, c'est de trouver le bon lait. Est-ce que tu as des conseils, des trucs et astuces, des partages d'expériences par rapport à ça? Alors, en règle générale, souvent, de toute façon, à la maternité, une maman qui dit d'emblée qu'elle ne va pas allaiter, on lui propose un lait. Et dans les maternités, en fait, ça tourne avec souvent 2 firmes de lait. Et X mois, c'est une, puis X mois, c'est l'autre. Donc, on va lui proposer un lait standard. En tout cas, s'il n'y a pas de risque d'allergie dans le côté familial. Mais moi, je leur conseille toujours de partir, en effet, sur un lait standard en disant, on essaye d'abord quelque chose de tout à fait classique et basique. On ne va pas chercher la complication avec un lait appauvri en lactose, avec plus de magnésium, ceci, cela. On part sur la base et en fonction de l'évolution de l'enfant, on s'adapte, quoi, tout simplement. Ok. Bien. Alors, quand cette étape d'alimentation uniquement par le lait est passée, on arrive à la diversification. Alors là aussi, on entend tellement de choses. Il faut commencer à 4 mois, il faut commencer à 6, il faut commencer par tel fruit, tel légume, on va donner des fraises. Voilà. Est-ce qu'on peut un petit peu faire un petit topo général? Voilà, exactement. À quel âge, les aliments qu'on introduit en premier? C'est ça. En gros, c'est vrai que, on va dire, si tu suis les recommandations de l'OMS, un bébé allaité, on dit aux mamans généralement qu'ils peuvent rester exclusivement allaités jusqu'à 6 mois. Et donc, c'est vrai que ça se discute un peu parce que nous, on a découvert dans les études que la fenêtre d'opportunité pour introduire la diversification alimentaire, c'est entre 4 et 6. Donc, souvent, c'est ce que je dis aux mamans. Par exemple, si elles allaitent et qu'on se dit toujours, oui, on nous dit que l'allaitement est suffisant jusqu'à 6 mois. Oui, tout à fait. Mais si votre désir, c'est quand même de débuter la diversification parce que vous avez le sentiment que votre bébé, il a l'air intéressé quand il est à table avec vous, parce que vous avez envie de l'instaurer avant que vous recommenciez à travailler, j'invente, avant qu'il aille chez papy-mamie, vous avez envie de commencer maintenant parce que vous avez envie, pas de souci, allons-y. Les bébés peuvent être prêts, et je leur dis toujours, c'est très important, et ils peuvent mettre du temps à être prêts aussi. Donc, il y a des enfants qui sont prêts à 4 mois, franchement, et ils mangent très très bien, ils se débrouillent bien à 4 mois, et d'autres, c'est seulement vers 7-8 mois qu'on commence un petit peu à commencer l'alimentation. Donc, le but, c'est vraiment zéro pression, dans un sens ou dans l'autre. On a envie d'essayer parfait. Si on voit que ça cale un peu, surtout, on ne se presse pas, on force surtout pas, parce que le forcing, on l'a vu, ça a dû des troubles alimentaires pédiatriques, et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter
à fond. Et alors, la base en général, quand du coup je propose de commencer la diversification, j'en discute à la visite des 4 mois et je leur donne un petit peu mon petit topo. Tout en sachant qu'en effet, les techniques, on va dire, de diversification ont quand même fort évolué avec le temps. Et donc, il y a des choses pour lesquelles certaines fois, ils vont dire « Ah oui, mais mes parents me disent que c'était comme ça dans le temps. » Mais oui, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je dis toujours, je ne suis pas quelqu'un d'ultra strict. Je pense qu'il faut aussi être un petit peu flexible et dire parfois aux grands-parents « Ben oui, c'est vrai que de votre temps, on faisait comme ça, mais les années ont passé, on a analysé et découvert de plus en plus de choses et peut-être que moi, pour mon enfant, j'ai envie qu'on fasse la nouvelle méthode, quoi. Et en général, franchement, les grands-parents sont OK, mais voilà, je leur dis toujours que c'est pas grave si 2 fois par semaine, il mangera à la façon papi-mamie et pas à la façon papa-maman, quoi. OK, donc vraiment, c'est pas de stress, c'est le maître mot. Ah, oui. Parce que, est-ce que tu as déjà pu rencontrer des bébés qui refusaient la diversification alimentaire? Peut-être parce que la maman, elle a cette sensation de couper un lien avec son bébé, ou émotionnellement, elle se dit je ne serai plus finalement la seule à subvenir à sa vie, à sa survie. Ça peut, et puis le bébé, il sait bien que sa maman, c'est sa source de nourriture. Et donc c'est vrai que c'est parfois difficile que ce soit la maman qui lui donne autre chose à manger, parce que le bébé, il voit et il sent sa maman. Et donc parfois même, on doit dire, même si on doit donner un biberon, parfois on doit dire je dis à la maman, quittez la pièce, sortez même de la maison le temps de l'alimenter, parce que peut-être que votre bébé va accepter un petit peu mieux que s'il vous voit dans les parages et qu'il sent que le lait, il est tout près de lui, quoi. Oui, il y a vraiment du coup tout ce côté un peu émotionnel lié à la nourriture, très fort. Et qu'il ne faut pas minimiser. Non, tout à fait, il faut en être conscient. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont à privilégier pour commencer et des aliments qui sont à éviter? Est-ce qu'on va plutôt commencer par des aliments plus doux en termes de goût? Ou au contraire, aller sur quelque chose, peut-être comme le fenouil de très marqué, pour dire au moins, il est habitué. Je pense qu'en fait, il faut partir dans toutes les directions. Souvent, moi, ce que je conseille, je leur dis toujours que ce soit commencer par les fruits ou par les légumes, c'est kiff-kiff, ils font ce qu'ils ont envie, parce que de toute façon, on va les introduire tous les deux. Et que l'histoire ici, les dernières années, on a toujours un peu préconisé de commencer par les potées de légumes. Et au final, on se rend compte que les enfants, parfois, préfèrent la potée de légumes que la panade de fruits et se battent un peu pour leur faire accepter les fruits, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Bien sûr. Et donc certains enfants sont plus fans d'une potée de courgettes qu'une potée aux carottes, par exemple. Et puis après, quand on doit introduire la panade, c'est plus dur. Donc en fait, il faut vraiment introduire un max de goût et de variété. Et moi, je conseille toujours de partir dans tous les sens, même chez des parents qui justement ont des a priori et ne mangent pas de tous les légumes. Et je leur dis, essayez le topinambour, le panais, le fenouil, le chicon. En fait, le palais des bébés est différent du nôtre. Et parfois, certains enfants vont préférer un goût très prononcé comme le fenouil, plutôt qu'un goût basique comme de la carotte. Et dans les légumes et dans les fruits, il y a zéro interdit. Il n'y a pas de fruits, même exotiques, qu'on va déconseiller. Il faut les introduire de manière progressive, simplement, les unes après les autres, sans faire 36 mélanges à la fois quand on veut essayer un nouvel aliment. Et en y allant progressivement, comme ça, pas à pas, en variant un peu les plaisirs, ça ouvre, je pense, l'éventail des goûts pour son bébé, parce qu'il y aura toujours un moment où on va commencer à sélectionner dans l'alimentation, quoi. Donc, moi, je leur dis toujours, amusez-vous, faites toutes les associations que vous voulez, faites-lui goûter de tout. C'est trop bien, parce que forcément, je vais parler de mon expérience. Moi, mon fils, il a 14 ans. Je me souviens que quand on a commencé la diversification, on m'avait dit tu ne peux surtout pas lui donner de fraises avant qu'il ait 2 ans. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est obsolète. C'est obsolète, exactement. Mais on a beaucoup étudié sur tout ce qui était allergie alimentaire. Et donc, par exemple, j'imagine que toi aussi, on te disait aussi sur le même titre, pas de fruits secs, je veux dire, arachides, etc. Oui. Aussi avant 1 an, les œufs, je ne sais pas ce qu'on t'avait dit, mais avant, on les repoussait aussi le plus tard possible. Oui. Et en fait, tous ces allergènes importants potentiels, on s'est rendu compte que plus on les introduit tard, plus on augmente le risque de développer des allergies. Et donc du coup, c'est bien justement d'introduire ces allergènes de manière progressive par petites doses, mais constantes, entre 4 et 12 mois, parce qu'au moins après 12 mois, quand on va commencer à dire, voilà, vous pouvez un peu lâcher du lait, vous pouvez faire goûter à votre enfant un petit peu de tout, de votre repas, etc. Il y a des traces parfois d'arachides dans des aliments transformés, etc. et même insoupçonnés. Et donc du coup, si votre enfant il est en contact avec de l'arachide alors que pendant toute une année il n'en a jamais connu, là il peut peut-être développer une allergie et un peu plus sévère. Un peu le même principe que faire ses anticorps finalement. Oui, c'est ça. Il faut y être exposé petit à petit tout le temps, quoi. Ok. Comment on fait quand un bébé il refuse complètement un légume, un goût, une texture
Alors, On voit des bébés qui poussent, oui, qui ferment c'est la ça. bouche, qui tournent la tête. Alors, s'il y a vraiment du refus et des signes objectifs, vraiment, les enfants, ils nous montrent qu'ils ne veulent pas et il ne faut jamais aller contre ça. Donc, quand il y a des hauts le cœur, quand ils détournent totalement, etc., il ne faut surtout pas chercher à pousser quand même la cuillère dans la bouche. Si quand même on essaye, on pousse sur la tétine. Il faut vraiment se dire que s'ils bloquent, on n'assiste pas. On peut retester, réessayer, mais de manière délicate, en lui parlant gentiment, en lui donnant peut-être la cuillère en main pour qu'il la mette spontanément dans sa bouche et qu'il découvre le goût un peu par lui-même, mais surtout pas forcer et attendre en fait. Souvent, ça finit par venir, sauf dans des cas mais c'est plus pour les textures alors, pas vraiment pour des goûts. Les goûts, franchement, il y a certains enfants en effet qui ont des goûts qui passent vraiment pas, mais c'est plutôt rare. Franchement, c'est plutôt quand ils grandissent et qu'ils commencent à développer ce qu'on appelle les néophobies alimentaires, où là, ben voilà, ils veulent plus entendre parler de tels légumes, souvent beaucoup de légumes, de la viande parfois, etc. Donc là, ils développent une aversion pour certains aliments et c'est normal, c'est dans le développement. Mais quand ils sont bébés, en général, tout passe. Mais c'est vrai que certains bébés ont des difficultés avec les textures et ça peut être vraiment problématique parce que soit on n'arrive vraiment pas à leur faire manger la potée, mais c'est plutôt vers les morceaux alors que ça coince en général le plus souvent. Okay. Mais il n'y a pas de caprice alimentaire quand on est bébé. Non. On va sortir de la nourriture. Est-ce que les bébés font des caprices? Alors, pas des caprices, parce que j'aime vraiment pas ce mot-là, mais en tout cas, il n'y a rien de consciemment fait pour manipuler le parent avant 9-12 mois, on dit, hein, parce que c'est à partir de là qu'on voit bien que l'enfant, il comprend beaucoup de choses, et donc qu'il agit en fonction des réactions qu'on peut lui imposer. Je dis souvent, votre enfant, s'il pleure et que vous arrivez, c'est normal, il attend votre retour, mais c'est une action, une réponse, mais il l'a assimilée, il l'a comprise, mais c'est pas vraiment un vrai caprice, quoi. Il fait pas de la manipulation, quoi. Oui, on pourrait peut-être faire une prochaine fois, si tu es d'accord, un épisode sur justement ça, laisser pleurer son bébé, ce genre. C'est un gros sujet aussi. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on va plus se concentrer sur l'alimentation aujourd'hui, mais c'est vrai que ça reste des gros points d'interrogation quand on devient parent et de comment éduquer son enfant, parce qu'on entend tout et son contraire et voilà, parfois c'est culpabilisant. Oui. On va revenir un petit peu à l'alimentation. Encore une fois, le but n'est pas de faire culpabiliser ou d'ouvrir un débat, mais quel est ton avis à toi sur les petits pots tout près industriels? Je ne suis pas contre parce que en fait, voilà, il faut savoir que quand même les petits pots, surtout dans nos pays industrialisés, ils sont fort analysés et soumis à des règles. Ils sont parfois très très bons et certains pots bio sont vraiment très qualitatifs. Et donc franchement, moi je dis toujours aux parents de jamais culpabiliser parce que certains enfants, ils préfèrent les petits pots. Et donc j'ai des parents qui sont un peu tristes parce qu'ils disent ils préfèrent les petits pots tout faits que mes potées maison. Je dis voilà, c'est pas grave, votre enfant il mange quand même des légumes, des fruits, de la viande. On parvient à lui faire manger, c'est le principal, il ne faut pas se fracasser, quoi. Okay. Je pense qu'il faut peut-être être attentif quand même à la composition et choisir peut-être certaines marques. Oui. Parce que parfois il y a beaucoup évidemment de conservateurs, il faut bien que ça se garde. Bien sûr. On n'a pas le choix, il y a des additifs. Donc je pense qu'il faut peut-être plus se focaliser sur certaines marques et avec les années, franchement, on a vu plein de marques se développer pour sortir des petits repas, que ce soit pour les fruits ou les légumes, même sous forme de gourde, des choses cuisinées localement, etc. Donc qui limitent les conservateurs. Donc franchement, il y a moyen de s'y retrouver. Donc plutôt privilégier le fait maison parce qu'on sait. C'est le mieux, parce qu'on sait ce qu'on y met, quoi qu'il arrive. Quoi. Mais sinon, franchement, aucun problème de donner des petits pots. Ok, super. Et quel est ton avis sur le fait d'enrichir les repas des enfants avec des solutions plutôt naturelles, comme des légumineuses, des poudres végétales, la spiruline, ce genre de choses? Justement, les légumineuses, on n'en parle pas assez. En effet, moi souvent j'en parle dans l'alimentation en disant, voilà, je sais pas si vous en consommez, mais n'oubliez pas que ça existe et que c'est une bonne source de protéines, une belle alternative à la viande, au poisson, etc. Et pareil pour ce qui est comme la spiruline, les sources de protéines d'origine plutôt végétale, quoi. Okay, super. Jusqu'à quel âge est-ce qu'on considère un bébé comme un bébé et puis l'enfant? Enfin, c'est quoi les grandes périodes? Il y a souvent vraiment la période très nourrisson, je dirais de 0 à 1 à 2 ans. Et puis après, ça devient plutôt le jeune enfant, le plus grand enfant, l'adolescent, quoi. Et là, les besoins alimentaires ils évoluent. Oui, tout à fait. Pour un enfant, si tu devais nous donner une journée type d'alimentation d'un enfant à partir de 2 ans, on va dire 2 ans et demi, quand il commence à aller à l'école, où du coup, on n'a plus trop le contrôle sur comment il va manger. Tout à fait. On n'est pas là pour surveiller la quantité, on doit quand même faire des choses qui sont facilement
mangeable à l'école, la conservation dans la mallette, etc. Donc, journée type en termes de fréquence de repas, ça va dépendre d'un enfant à l'autre dans le sens où, par exemple, il y a encore pas mal d'enfants qui boivent du lait le matin et qui le boivent en grosse quantité parce que ça peut être 250 ml ou 300 et donc du coup n'ont pas forcément l'habitude de déjeuner après ça. Donc ça que je dirais, en général, je dis aux parents, c'est pas grave si votre enfant ne déjeune pas après son lait, il va avoir sa collation sur le coup de 9-10 heures à l'école, donc c'est pas un souci. Mais sinon, l'idéal, c'est quand même d'avoir un bon petit déjeuner le matin, puis une petite collation, ça peut être fruits, laitage. Je pense qu'une des deux collations de la journée, ça peut être une collation un peu plus sucrée. J'aime pas ce mot-là parce que plus on introduit tard le sucre, mieux c'est. Hein. Mais en tout cas, ça peut être un petit biscuit, un petit cake, quelque chose fait maison, un petit pancake, n'importe. Mais il pourrait y avoir un petit biscuit sur la journée, peut-être plutôt l'après-midi. Et alors le matin, un laitage ou un fruit à la première collation. Pour le dîner, ça va dépendre des écoles parce qu'il y a des écoles qui proposent un dîner chaud. Et quand c'est des chouettes cantines avec une variété, en effet, dans l'alimentation, franchement, ça peut être une bonne option parce que les enfants, quand ils sont à l'école, généralement, ils suivent le mood, comme quand ils sont en crèche. D'ailleurs, souvent, les enfants mangent très, très bien à la crèche. Et donc, parfois, quand les parents me disent « Pour l'instant, ils ne mangent pas bien à la maison, sont sapotés, etc. » Et je dis « À la crèche, est-ce qu'ils mangent tout le temps bien ?» « Ah oui, nickel, il n'y a aucun problème. » Donc voilà, la même chose se reproduit à l'école. Donc souvent, le dîner chaud, quand il est là et quand il est pris avec les copains, ça passe mieux. Et donc, pourquoi pas? Et on peut faire un petit repas plus léger le soir, alors à la maison, même. Tout dépend des rythmes de famille aussi, quoi. Et un goûter aussi? Oui, goûter après. Et puis alors le souper le soir, quoi. Ok. C'est quoi un petit-déj vraiment idéal pour un enfant? Mais vraiment idéal si on se met, si on sait, qu'on évite un petit peu toutes les difficultés timing, préparation, réaction de l'enfant face à ce qu'on propose. Franchement, une tartine avec une garniture, genre un peu de fromage à tartiner. Ça peut être aussi une tranche de gouda, un peu de confiture, un peu de sirop de liège, c'est pas non plus compte. Mais je pense que la tartine avec, l'idéal c'est le gris ou en tout cas le complet, c'est encore mieux. Mais une tartine, parce que l'apport en féculents va quand même bien les caler, va leur permettre d'avoir une répartition un peu énergétique meilleure. Mais ça peut être par exemple des flocons d'avoine, idéalement des céréales non sucrées s'ils préfèrent apporter ça avec du lait. Chez certains enfants, c'est un yaourt avec des fruits, ça peut être des fruits. L'idéal, c'est d'avoir une bonne composition, je pense, générale, quoi. Et donc, du coup, au niveau de la tartine, parce que c'est surtout chez nous en Belgique, la tartine, c'est le dîner classique. Exactement, c'est ce que beaucoup d'enfants ont dans leur boîte à tartine. Voilà, c'est ça que ça s'appelle comme ça. Ce serait quoi ton conseil pour avoir vraiment la tartine idéale? Tout dépend évidemment de l'appétit de l'enfant, mais je dirais qu'il y a 2 tranches de pain. L'idéal, c'est soit de gris, soit de complet, multicéréales. C'est vraiment dans le meilleur des mondes, parce qu'évidemment, le pain blanc, c'est un peu moins conseillé, mais si l'enfant n'aime que ça, il n'y a pas de souci. Mieux encore que toutes les petites miches, les pains au lait, ça, c'est encore plus chargé en sucre, quoi. Donc, je pense que c'est à éviter aussi. Et alors, ce que moi, je propose souvent, c'est de faire une boîte à tartines qui contient en effet la fameuse tartine avec la garniture en fonction de l'enfant. Encore une fois, dans le meilleur des mondes, ce serait bien une garniture peu grasse. Et donc, dans les charcuteries, je pense qu'il faut privilégier par exemple le jambon blanc, ça peut être de la dinde, du poulet, et peut-être 1 ou 2 fois semaine, un peu plus plaisir, pourquoi pas un morceau de boudin, etc. Et alors, les fromages aussi, que ce soit tartinés ou en tranches, ça c'est l'idéal aussi. On évite les garnitures sucrées sur la tartine de midi, idéalement. Et c'est bien de l'associer, par exemple, avec une portion de légumes, quoi, en fonction, encore une fois, de ce que l'enfant mange. Mais ça peut être des bâtonnets de carottes, des tomates cerises, des bâtonnets de concombres, des bouquets de brocolis. Le champ des variétés est ouvert. Il y a aussi des parents qui font des espèces de des petits gâteaux d'omelette. Enfin voilà, tout est envisageable, franchement, si on a envie d'un peu plus sortir de la traditionnelle tartine, quoi. Ok, super. Mais c'est bien d'avoir toujours cette petite portion de légumes ou un fruit peut-être. Ou un fruit, pourquoi pas, remplacer des tranches de pommes, ça peut aussi venir, quoi. Okay. Qu'est-ce qu'on fait si notre enfant il revient de l'école et qu'il n'a pas mangé dans sa boîte à tartines, sa boîte à repas revient? Oui. Mais il a faim. Il a faim. Du coup. Oui, c'est compliqué parce que il faut qu'il comprenne que c'est pas parce que lui ne veut pas manger ce qu'on a mis dedans qu'on va d'office lui proposer quelque chose qu'il aime et qu'il aura choisi. Donc, je pense qu'il faut essayer de ne pas céder à la tentation de dire « Ah, il faut absolument qu'il mange, donc tant pis, je vais quand même lui mettre sa tartine de choco. » Alors, pour ceux qui ont de la chance, l'enfant ne sera pas obèse, mais il y a plein d'enfants malheureusement en surpoids. C'est énorme la proportion d'enfants en surpoids et en obésité dans le monde. Et donc, il faut vraiment éviter de céder à la tentation. Il y a un moment où l'enfant va comprendre que si vous dites non
je ne te mettrai pas la garniture sucrée que tu veux à midi. Tu peux me dire, réfléchissons ensemble, allons faire les courses ensemble, montre-moi ce qui pourrait te plaire et trouver un terrain d'entente sur moi j'ai envie que tu manges une garniture relativement saine et correcte sur ta tartine à midi. J'ai envie que tu manges, toi tu as envie de manger quelque chose qui te goûte, on est d'accord, mais on ne transige pas sur certains points, quoi. Donc la tartine de choco, de confiture et de sirop à midi, non, franchement, essayons d'éviter, quoi. Ne cédons pas. C'est comme quand on propose une alternative au souper quand l'enfant n'aime pas, ben non, pas d'accord non plus en fait. Si tu n'aimes pas le souper, il n'y a pas de problème. Zut, c'est étonnant que j'ai fait quelque chose que tu n'aimes absolument pas, mais ça peut arriver. Mais je ne suis pas d'accord que de te préparer autre chose ou que tu manges une alternative qui ne convienne pas, donc tant pis. Tu ne veux pas manger ce qu'il y a dans ton assiette, c'est tant pis. Est-ce qu'un enfant peut se laisser mourir de faim? Alors généralement non, mais voilà, il y a quand même des enfants parfois qui ont tendance à se sous-nourrir et à ne pas en montrer les signes. Donc je pense qu'on dit toujours non, il ne va pas se laisser mourir de faim. Et c'est vrai qu'il y a plein d'enfants, on le voit, quand on leur dit bah, écoute, il n'y a pas de souci, tu ne veux pas manger ton assiette, je la reprends, je la mets de côté, tu peux sortir de table. Et parfois, une demi-heure après, ils reviennent, ils réclament leur assiette, quoi. Donc, mais je pense qu'il faut après s'adapter et se dire bon, ça t'as pas aimé, bah, maman le fera plus, je vais essayer autre chose. Je veux que ça reste sain, je veux continuer à te faire manger des choses saines. On va trouver un terrain d'entente entre nous, quoi. Après, combien de fois est-ce qu'on peut dire vraiment qu'un enfant, non, il n'aime pas ce goût-là? C'est compliqué, après plus de 10 fois, après plus de 10 essais. Okay. Parce que, pour revenir sur ce que je disais, c'est plus en grandissant qu'il commence à dire non, je n'aime pas. Donc, par exemple, à partir de 2 ans, et c'est souvent en 2 et 5, 7, voire plus, que les enfants commencent à dire « Ah, ben ça, j'aime pas », alors qu'ils le mangeaient très bien il y a 6 mois ou même il y a 1 mois. Et donc, souvent, ce que je dis aux parents, c'est de ne pas désespérer. Il faut reproposer plus d'une dizaine de fois en disant « Écoute, goûte d'abord, et si tu n'aimes pas, il n'y a pas de problème, tu ne le manges pas, mais il faut au minimum goûter. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas si tu n'as pas goûté. » Donc, on goûte systématiquement tous les aliments qui sont dans l'assiette, et si vraiment ça ne passe pas, il n'y a pas de problème, je suis d'accord que tu ne manges pas. Il n'y a rien d'autre à côté, mais je veux dire, tu manges le reste de ton assiette et pas l'aliment que tu n'aimes pas. Et il faut vraiment plus de 10 répétitions pour vraiment se dire, bon, là, systématiquement, ça a été un refus, il n'aime pas, bah, ok, on considère que cet aliment-là, on va le sortir de son panel, quoi. Oui, ou peut-être, il y a des légumes qui sont très maniables. Voilà, je pense aux choux-fleurs, à la courgette, il y a plein de façons. Ben oui, et c'est ça que je leur dis, bah, voilà, n'hésitez pas à le travailler d'une autre façon pour voir si de cette façon-là, ça passe, quoi. Faire une sauce verte avec des épinards mixés, avec un petit peu d'ail, un peu d'oignon, un peu de crème. Bah, chez mes enfants, ça passait très bien. Les pâtes à la sauce verte, pour toi, ils ne savaient pas qu'ils mangeaient des épinards. On met même maintenant des courgettes dans les gâteaux au chocolat. Tout à fait. Voilà. Donc franchement, il y a moyen de s'amuser, mais il faut un petit peu sortir de nos cadres et se renseigner. Franchement, il y a plein même des pages Facebook. Moi j'aime beaucoup, je la conseille à mes patients, une page Instagram plutôt qui s'appelle Amstouille. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est des nutritionnistes et des diététiciennes en France, pédiatriques, et donc du coup qui proposent des suivis, mais qui proposent aussi des recettes saines et des conseils. Et donc ils parlent de plein de choses très utiles. Et donc parfois je leur dis, si vous avez envie d'essayer des trucs un peu différents, allez jeter un petit coup d'œil à leur page, quoi. Amstouille. Amstouille, oui. Ok, et oui, on sait que les enfants mangent avec les yeux aussi, donc peut-être pourquoi pas jouer avec l'aspect, oui, tout à fait. Un petit ourson, un chat, ce genre de choses. Mais du coup, à partir d'un certain âge, ils peuvent quand même faire des petits caprices alimentaires. Oui. Ça, il ne faut pas céder. Oui, je pense que non, parce que le problème, c'est que dès qu'on cède, et ça c'est d'un point de vue général pour l'éducation, dès que l'enfant sait qu'il y a une faille, il s'y engouffre, et une fois qu'il sait vous avoir, alors là c'est fini, c'est encore plus dur de faire marche arrière. Donc il ne faut pas céder, il faut comprendre que c'est vous le chef. Et donc du coup, si lui, il fait des pieds et des mains systématiquement, c'est bah, ok d'accord, tu n'aimes pas ça, je vais te faire une petite tartine alors. Et alors sur le moment, ça ne nous choque pas, on fait une tartine avec du fromage, c'est rien de mauvais, mais systématiquement, il va vous demander de ne pas manger ce qu'il y a dans son assiette et de vous faire autre chose. Et ça ne va pas, d'un point de vue éducationnel non plus, quoi. Donc oui, il ne faut pas céder. Donc on ne cède pas et on ne fait pas le forcing non plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que l'ambiance, j'imagine, dans laquelle ça déroule le repas, ça peut aussi être influent. Et donc c'est pour ça qu'après, il y a toute une série de troubles alimentaires pédiatriques et c'est vraiment très différent. Et pour ça, c'est dur pour ces familles-là, franchement, d'être avec un enfant qui a un trouble alimentaire parce que chaque repas est source d'angoisse. Et donc c'est sûr que l'ambiance peut avoir un impact et qu'il faut essayer d'un petit peu lâcher prise du mieux qu'on peut et en fonction des situations, quoi, au cas par cas.
Mince, j'avais 3-4 trucs qui me venaient en tête, du coup je ne sais plus par quoi commencer. Donc on ne force pas, on ne cède pas. Ouais. Est-ce qu'on force, entre guillemets, à goûter à tout? Oui, ça franchement, j'essaye en général de leur dire au moins juste goûter, et c'est pas une grosse quantité, mais juste goûter. Et voilà, c'est pas en goûtant, et même si l'enfant a un petit reflet de nos œufs, un petit haut le corps, voilà, on sait, on ne force pas plus, on ne va pas plus loin. Mais je pense que c'est important vraiment de garder cette négociation, ce compromis avec l'enfant. On goûte et tu n'aimes pas, je suis d'accord, on ne mange pas, je ne te force pas. Est-ce qu'on force à finir l'assiette? Pas forcément, non. Et ça, c'est difficile de savoir mettre le curseur sur combien. C'est propre à chaque enfant. Franchement, on a des très gros mangeurs et par contre, à l'inverse, des enfants qui picorent, mais qui grandissent et qui grossissent tout aussi bien en picorant. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément forcer à finir l'assiette. Peut-être qu'il faut forcer à finir une portion déterminée par l'adulte, de se dire, bah, ok, l'assiette, c'était visiblement trop, je vais te séparer et j'aimerais que tu manges ça. Et donc, du coup, l'enfant, il accepte parce qu'il se dit, bah, ok, c'est moins que ce qui était prévu, moi, ça me convient, je peux faire un compromis là-dessus, quoi. Moi, quand j'étais, donc j'ai 40 ans, hein, donc quand j'étais petite et que je ne voulais pas finir mon assiette, mes parents me disaient toujours, d'accord, mais au moins tu manges ta viande. Ah oui. Pour eux, c'était la viande le plus important. Ouais. Alors, est-ce que c'était parce que c'est ce qui coûte le plus cher, ouais. Ou est-ce qu'à cette époque-là, on pensait que c'était source de bonne vitalité? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est obsolète ou on est toujours… En fait, c'est obsolète sans l'être, dans le sens où c'est pas non, la viande, c'est pas le number one. En général, j'aurais tendance à dire les légumes le plus important, un peu de viande quand même, un minimum, en tout cas un peu de protéines parce qu'il en faut. Et donc, j'aurais tendance à dire, en fait, j'aimerais un peu dans chaque, quoi. Okay. Pas que la viande à choisir, mais vraiment un peu dans chaque. À partir de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? D'un trouble alimentaire ou d'une malnutrition, d'une dénutrition? Ben, ça va dépendre des âges, évidemment, mais en tout cas, malnutrition, dénutrition, nous, on va s'inquiéter dès qu'on voit qu'il y a une cassure de courbe. Et donc, c'est ça que c'est important aussi, même chez les enfants qui grandissent, de pouvoir continuer à une fois par an les peser, les mesurer et voir s'ils se situent toujours sur la même courbe de croissance. Et donc, du coup, si la vitesse de croissance pondérale et staturale est toujours stable, et se dire que si ça a cassé un moment, se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier, une maladie, etc. Donc nous, notre point de vue à nous, c'est vraiment l'évaluation de la courbe, donc du poids et de la taille. Et après, au quotidien, je pense que des signes d'alarme, d'alerte en tout cas, c'est quand les enfants, quand on doit les diversifier, se bloquent justement, manifestent des refus, bien au-delà des 7-8 mois auxquels on s'attend à ce que finalement voilà, le petit déclic se fait et ça passe. Donc des enfants qui ont vraiment du mal avec certaines textures, qui gardent des hauts le cœur dès qu'on leur met un bol alimentaire un peu plus conséquent, en texture, un peu plus variable, gardent des hauts le cœur, font des blocages, se détournent systématiquement, ne portent pas beaucoup de choses à la bouche. C'est toutes des petits signes en effet que ça pourrait évoluer vers un trouble alimentaire. Et puis après, parfois, c'est des hypersélectivités. Il y a des enfants qui vont vraiment dans des aversions alimentaires très, très importantes. Et on a parfois besoin, quand on ne s'en sort pas d'un point de vue parental, mais aussi pédiatrique simple, parfois on a besoin de s'aider avec nos diététiciennes pédiatriques pour essayer de voir comment on peut enrichir ou parfois explorer, quoi. On a aussi des logopèdes qui sont spécialisés dans l'alimentation, l'oralité. Et donc, chez certains enfants qui ont vraiment des troubles de l'oralité ou alimentaire, il y a un suivi qui s'installe pour pouvoir faire des jeux, des exercices pour évoluer dans ce que l'enfant est capable de mettre en bouche et avaler. Est-ce que le rapport à la nourriture qu'a l'enfant peut aussi nous alerter sur un petit traumatisme, quelque chose qu'il aurait vécu à l'école, du harcèlement, des choses plus graves parfois Donc un enfant qui s'alimente toujours bien et puis d'un coup… il faut chercher pourquoi, en effet, oui, c'est ça, je pense. Et un enfant qui ponctuellement va dire « non, j'ai pas faim aujourd'hui Est-ce qu'on le laisse sans manger? Si c'est des petites choses ponctuelles, oui. Et encore une fois, je pense qu'il faut se dire, bon, rien du tout, je suis pas d'accord. Un petit minimum, quoi, dans ton assiette, encore une fois, un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Un petit minimum de base. Mais voilà, ils ont le droit par moment dans leur vie, en effet, d'avoir des petites baisses d'appétit. Parfois, c'est un prémisse de, il est tombé malade juste après, ou voilà, il est malade et il met du temps à retrouver son appétit. Ponctuellement, tant qu'après, il y a un retour à la norme, ça peut arriver. Ça peut être toléré, en tout cas.
Et on parle souvent de pic de croissance aussi. Oui. Où, du coup, on a l'impression que nos enfants deviennent des ogres. Oui, c'est ça. Ça arrive plus ou moins à quel âge? Alors, chez les bébés, c'est plus connu. On sait que souvent, c'est à 3 semaines, à 6 semaines, à 3 mois, à 6 mois. Ça, c'est les grandes lignes. Et puis après, les âges plutôt des grands enfants, ça, c'est un peu moins connu. Et c'est vrai que ça, je ne le dis pas aux parents parce que franchement, ça survient de façon variable selon les enfants, je dirais. C'est plus les parents qui se rendent compte, en effet, ils me disent parfois, mais il dévore, il mange 2 assiettes, il mange plus que sa grande sœur, et puis après ça revient à la norme. Et c'est ça que j'explique aussi souvent aux parents, c'est qu'il y a une espèce de variabilité comme ça dans la vie de l'enfant et dans son alimentation. Il y aura des périodes où il va dévorer, des périodes où il va moins bien manger, et au milieu de ça, il y a une ligne, une constante qui permet de garder une croissance équilibrée. Okay. Et au niveau des ados, ils ont des besoins spécifiques, parce que vous le disiez, c'est jusque 18 ans. Donc, Et puis, tout dépend de leur pic pubertaire aussi, parce que souvent, donc, avant que vraiment ils soient pubères et que du coup on s'attende à ce que le gros pic de croissance soit passé, là ils ont des gros besoins en effet. Et ça, ça dépend d'un enfant à l'autre. Il y a des enfants qui peuvent entrer en puberté à 10-11 ans et d'autres, ça vient beaucoup plus tard, quoi. Et donc du coup, l'importance de cette bonne alimentation est plus importante que d'habitude, vient à des âges différents. Quoi. Ok. On entend de plus en plus des intolérances au gluten, au lactose. Oui. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Non, pas vraiment. Je pense aussi parce qu'on les dépiste beaucoup plus qu'avant. Je pense que c'est comme beaucoup de choses. On en trouve plus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'explication sur le fait qu'on en a plus qu'auparavant. Est-ce qu'il y a un impact environnemental ou de notre alimentation Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que oui, on a de plus en plus d'intolérance au lactose, mais on fait aussi de plus en plus de tests au lactose, par exemple. La maladie cœliaque, donc la tolérance au gluten, pareil, on la cherche très facilement. Nous, en pédiatrie, dès qu'un enfant a des douleurs au ventre, des ballonnements, une mauvaise croissance, on la cherche très fréquemment, quoi. Et c'est quoi la différence entre une allergie et une intolérance? C'est peut-être la même chose. Hein? Non, c'est tout à fait différent. Une intolérance, c'est plutôt notre système digestif qui digère mal un aliment. Donc, je prends le lactose, par exemple. Il est digéré par une enzyme qui s'appelle la lactase. Et donc, si tu as une enzyme qui fonctionne de façon un peu déficitaire, à, je sais pas moi, 50%, tu vas pas tolérer tout ce qui en contient. Mais ça va être des symptômes qui sont en général peu graves, dans le sens où tu as des symptômes souvent digestifs, des ballonnements, des vomissements, des diarrhées. Tandis que quand tu as une allergie, c'est vraiment une réaction d'anticorps spécifique contre un aliment. Et la réaction de ces anticorps entraîne une espèce d'inflammation qui peut toucher différents domaines. Donc l'allergie la plus grave, c'est le choc anaphylactique. Et donc du coup, c'est pour ça qu'avec une intolérance, tu n'auras jamais un choc anaphylactique, parce que ce n'est pas du tout quelque chose de grave et qui réagit de la même manière. Quoi. Ok, merci. Rien. On va aborder le sujet qui, pour moi, de mon expérience personnelle, est peut-être le plus intéressant, entre guillemets. Pour moi, c'est le sucre. La place du sucre dans l'alimentation des enfants, de façon générale, les sodas, les biscuits industriels qui sont remplis de sucre, le pain blanc. Voilà. Donc, que peux-tu nous partager par rapport à ça? Moi, ce que je leur dis souvent, c'est plus tard on l'introduit, mieux c'est. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ça a un consensus. Je pense tous les spécialistes dans le domaine de la santé le disent. Plus tôt on introduit le sucre à l'enfant, plus tôt on crée cette dépendance au sucre. Et après, c'est difficile, mais on peut le faire. Même des adultes peuvent faire marche arrière et consommer beaucoup moins sucré, beaucoup moins de sucre raffiné. Mais souvent, je dis aux parents, franchement, essayez de trouver des alternatives au sucre un maximum. Achetez le moins possible de choses toutes faites. Faites des choses maison. Et je le redis encore une fois, mais on a tellement de supports maintenant pour trouver des recettes saines. Profitons-en, quoi. C'est parfois pas beaucoup plus compliqué que de faire des goûters très sucrés. Donc, franchement, le plus tard possible, le sucre, quoi. Avant 2 ans, il faut vraiment essayer de l'éviter à fond. Et franchement, si c'est même avant 3-4 ans, tant mieux. Mais après, je pense qu'une fois qu'ils commencent l'école, il ne faut surtout pas se culpabiliser. Ils vont manger du sucre. Ils vont manger du sucre si ils vont chez leurs grands-parents. Et c'est pas grave. Mais si on peut diminuer fortement la consommation en sucre, voire l'éliminer jusqu'à un certain âge, ce serait vraiment parfait. Oui, parce qu'on voit des parents qui prennent la tétine de l'enfant, qui trempent dans le chocolat, dans la confiture... Même dans le miel, c'est naturel, mais ça reste
Ça reste du sucre. Oui, et un goût sucré. Donc ça, oui, il faut essayer d'éviter un maximum. Mais je pense que c'est des choses ancrées en nous, dans notre passif. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces parents, enfin grands-parents? J'ai l'impression que c'est surtout les grands-parents qui sont là, qui se disent oui, mais moi je suis pas là pour éduquer, je suis là pour faire plaisir, c'est ponctuel. On peut faire plaisir avec d'autres choses moins sucrées. Et donc je pense qu'on peut trouver un moyen de je sais pas moi, de faire des toutes bonnes gaufres de mamie, mais en remplaçant le sucre par autre chose. Ou alors, je sais pas, trouver un autre aliment qui sucre différemment. Du sucre de coco, par exemple. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut juste essayer de trouver d'autres solutions. On met parfois de la compote plutôt que certains aliments dans les gâteaux. Donc, il faut vraiment trouver une façon de faire plaisir, sans forcément y inclure du sucre, et d'autant plus du sucre raffiné. Et tu parlais des sodas, pareil, ça, franchement, on évite, quoi. Pas que les sodas, en fait, parce que les gens s'imaginent que donner un jus de fruits, c'est bon et c'est sain, mais c'est une bombe calorique et sucrée, quoi. Et donc, c'est absolument pas non plus une bonne idée. Donc, souvent, quand les enfants viennent me voir pour des problèmes les parents plutôt, pour des problèmes de surpoids, je leur demande déjà, est-ce qu'il y a des boissons sucrées? Et je parle de grenadine, malheureusement, c'est souvent répandu, jus de fruits, jus de pomme, mais voilà, jus multivitamines. Mais je leur dis, voilà, ça, franchement, arrêtez tout de suite. On peut avoir la petite boisson plaisir une fois par semaine, il n'y a aucun problème. On n'est pas dans du régime, de la privation, il ne faut vraiment pas partir là-dessus. Ça doit rester bonheur et plaisir. Mais évitons un maximum tout ce qu'on peut éviter qui n'est pas bon pour eux, quoi. Oui, donc même les berlingots de fruits. Capri Sun, berlingots de jus de pomme, oui, non. Oasis, tous ces thés, ou même les eaux aromatisées. Non sucrées. Enfin, si ce n'est pas un édulcorant, un sucre rajouté, parfois il y a des choses qui peuvent encore être tolérées, quoi. Oui, nous, on pourrait par exemple décider de mettre une eau avec des fruits, des herbes aromatiques, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, mais généralement, ce qu'on trouve au supermarché, c'est pas tout à fait ça. Ou alors, il y a aussi des parents qui donnent des fraises et mettent un peu de sucre dessus. C'est absolument non nécessaire. Ils n'ont pas besoin de ça. Et en fait, c'est nous qui leur créons leur habitude au sucre. Et donc, en leur mettant du sucre sur leurs fraises, on habitue l'enfant à aimer la fraise avec le sucre. Mais en fait, il peut très bien aimer la fraise sans le sucre, quoi. Il faut juste lui apprendre à aimer les bonnes choses. Oui, et à vraiment du coup connaître le vrai goût de... Dans ma famille, c'était tendance à donner du sucre, etc. Et leur argument, c'était « Mais oui, mais regarde, nous, on est en train d'en boire, d'en manger, et lui, il ne peut pas. » Et moi, je leur dirais toujours « Mais tu bois du vin et pourtant, tu lui en donnes pas, tu vois ?» Donc, il n'y a pas besoin, mais le sucre, c'est un aliment plaisir pour tellement de gens. En effet, ils ont l'impression qu'ils privent l'enfant de quelque chose, mais en fait, pas du tout. Il n'en a pas besoin. Il peut très bien vivre et mieux vivre sans, quoi. Et quels sont les produits, les aliments avec lesquels il faut faire attention en termes de sucre, mais où les médias, etc., disent, je pense aux céréales, tu vois, par exemple. C'est pas pour citer la marque, mais tout ce qui est Kellogg's, etc. On a l'impression de donner une bonne chose à son enfant. Mais non, c'est sucré aussi, ça, franchement, c'est pas... Les céréales, en effet, de ce type-là, sucrées, c'est pas une alimentation saine, quoi. C'est du sucre et c'est pas recommandé comme petit déjeuner, quoi. Ok. Le lait avec une céréale non sucrée, ok, pourquoi pas, mais pas avec une céréale sucrée, chocolatée ou des choses comme ça. Ok. Après, c'est parfois difficile. C'est ça aussi que je pense qu'on fait ce qu'on peut en tant que parents et il ne faut pas les stigmatiser, mais on peut essayer au moins d'ouvrir notre éventail des possibles pour faire goûter d'autres choses, quoi. Bien sûr. Des parents qui vont dire, parce qu'on parle de l'alimentation, mais l'hydratation est importante aussi. Déjà, quelle quantité d'eau devraient boire les enfants? Genre, tu vas me dire, ça dépend de l'âge. Oui, exactement. Mais si on fait vraiment des tranches d'âge? Eau pure, par exemple, un bébé jusqu'à 1 an n'a pas besoin d'eau en plus. Donc l'eau qu'on donne au repas, etc., c'est de l'eau bonus parce que l'essentiel de son hydratation, elle est couverte dans son alimentation et dans son lait, en fait, simplement. Et donc souvent on dit aux parents, oui, si vous avez envie de donner un petit peu d'eau au repas, il n'y a pas de problème, mais cette eau n'est pas nécessaire. C'est à partir d'1 an que là on estime qu'ils ont quand même des besoins hydriques. Et donc je dirais, la première de 1 à 2 ans, alors à partir d'1 an, on se dit, allez, l'équivalent d'un verre d'eau. Donc c'est pas si énorme, mais souvent ils continuent aussi à boire du lait, donc ils ont une hydratation via le lait. Et puis alors en grandissant, ça augmente à chaque fois de plus en plus. Et je dirais que franchement, à 6 ans, il n'a pas besoin d'avoir plus qu'1 litre d'eau par jour, quoi. Ok, d'accord. Et c'est plus en se rapprochant de l'adolescence que là, on doit monter à 1,5 litre, quoi. Est-ce que, je pense à l'école par exemple, il y a des écoles, des professeurs qui interdisent aux enfants de boire pendant la journée.
Moi, tu vois, par exemple, c'est quelque chose qui m'a toujours choquée parce que je trouve qu'on devrait avoir de l'eau à volonté dès qu'on a soif. C'est ça. Boire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je ne suis pas totalement d'accord. Je peux comprendre le fond parce que je pense qu'il y a des enfants, ça devient un jeu, quoi. Ah, j'ai bu la gourde, je vais vouloir aller la remplir, etc. Donc, il faut sûrement cadrer un peu ça. Mais en effet, je n'aime pas cette idée de les empêcher de boire parce que nous, justement, dans certains cas, on lutte contre ça parce qu'il y a des enfants qui ne boivent pas du tout à l'école et puis du coup qui peuvent avoir des problèmes de constipation. Par exemple, il y a des enfants qui ne boivent pas à l'école, mais alors ils ne boivent que la soirée et ça peut occasionner des difficultés pour être propre la nuit parce qu'évidemment, si on boit que le soir pour rattraper tout ce qu'on n'a pas bu la journée, notre vessie, elle ne suit pas du tout, nos reins non plus. Et en fait, c'est la nuit que va carburer nos reins et notre vessie va se remplir pendant la nuit. Donc ces enfants-là, ils ont un peu du mal à être propres la nuit parce que voilà, ils ont comblé leurs besoins en hydratation sur le temps qu'ils sont rentrés après l'école, quoi. Ouais. Ok. Et petite parenthèse, parce que tu parles de pipi, est-ce que j'ai entendu dire que c'était pas très bien de forcer un enfant à faire pipi. Genre, on va partir, on sait qu'on a un long trajet en voiture, on lui dit, allez, va vite faire un petit pipi, il dit, j'ai pas besoin, et dire, si, allez, parce qu'on va rester. Non, ça me choque pas du tout, non, parce qu'en soi, c'est mauvais de retenir, justement. Et donc, je préfère autant qu'on se dise, allez, on va quand même vider un petit peu la vessie avant de partir pour être sûr que dans 1 heure, on ne soit pas dans les embouteillages et avec un besoin urgent. Quoi. Encore, c'est des garçons, ça va à la limite. C'est ça. Mais sinon, franchement, non, il n'y a pas de problème à leur forcer. Et ça vient pas, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, leur proposer d'y aller, oui, il n'y a aucun souci. On a parlé du sucre. Il y a le sel aussi. Oui. On voit beaucoup de parents aussi qui font manger les enfants comme eux très tôt. Oui. Il paraît que c'est très mauvais. Oui, c'est pas idéal. Alors, selon les pays, ça varie un peu. C'est vrai que nous, on a tendance à dire en Belgique qu'on rajoute jamais de sel dans l'alimentation de l'enfant avant 1 an. Et donc, c'est seulement à partir d'1 an où je dis aux parents, bon, pour votre repas, quand votre enfant va participer à votre souper, pas de souci que votre repas soit salé. L'idéal, c'est de diminuer votre propre consommation de sel et donc de l'adapter, rien que pour vous. Hein. Mais alors, je leur dis, c'est pas grave du coup si quand vous sortez quelque part, quand ils mangent le même spaghetti bolo que vous, il y a du sel, on ne se tracasse pas. Mais par contre, son repas de midi, on ne rajoute toujours pas de sel, quoi. Donc c'est vrai qu'avant 1 an, je dis souvent pas de sel. Ok. Et après, mesurer. Oui, voilà, ça ne veut pas dire qu'à partir d'1 an… Que c'est nos limites, quoi. Ouais, exactement. Et ton avis sur le dessert? Donc on a fini de manger, on a bien mangé, on n'a plus faim pour reprendre du plat, mais par contre, on a envie d'un dessert… souvent sucré, plaisir, du coup… Normalement, on n'a plus faim pour un dessert. Donc, la condition, logiquement, pour avoir un petit dessert, et c'est OK, c'est quand même d'avoir mangé l'essentiel de ce qu'on estime être le minimum de son plat, quoi. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de raison qu'on n'ait plus faim pour le plat, mais par contre, on a encore faim pour le dessert. Là, je pense que ça ne doit pas être un truc sucré, vraiment au sens large. Une pâtisserie, un biscuit, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. À la limite, un petit morceau de chocolat chez les plus grands. Mais là, il faut partir plutôt vers un laitage, par exemple, ou un fruit. Ouais. Ok. Super, merci. De rien. On arrive tout doucement au bout. Je pense qu'on a bien brossé. Voilà, on a bien… je trouve pas mon mot, mais on est allé un petit peu dans tout ce qui était intéressant, en tout cas pour poser la base. Pourquoi pas une prochaine fois creuser un sujet, le sucre, voilà, plus en particulier. J'ai un petit jeu, donc où je vais te donner des habitudes. Il y a certaines choses où on a déjà répondu, mais c'est pas grave, on refait un petit rappel. Conseiller, déconseiller, modérer, etc. Ça va? Alors, sauter le petit-déj. Déconseillé. Déconseillé. Oui. Laisser manger avec les mains. Modéré selon l'âge. Tu peux développer un petit peu plus? Ben oui, quand ils sont tout petits, en fait, quand ils sont en train de développer leur alimentation, notamment dans la diversification, il faut les laisser faire avec leurs mains parce que c'est leur façon de découvrir l'aliment, de l'appréhender et de l'accepter. Donc franchement, ça doit passer par le manuel et dans certaines formes de diversification, comme la diversification menée par l'enfant, la DME, ça se fait avec les mains, tout avec les mains et l'enfant est acteur de son repas. Et c'est vrai que rendre l'enfant acteur de son repas, ça permet de plus facilement faire l'accepter. Eh ben, c'était un des éléments que je voulais te demander, c'est intégrer les enfants à la préparation du repas. Conseillé. Un grand oui. Oui, un grand oui. Cool. Les céréales au petit-déj. Déconseillé si possible. Donner un dessert sucré tous les jours. Déconseillé aussi. Conseillé, on en a parlé. Laisser grignoter entre les repas. Moi, j'ai tendance à dire déconseillé aussi.
parce que ça donne une mauvaise habitude, je pense, à l'enfant. Alors, c'est pas mauvais jusqu'à un certain âge, mais je pense que si l'enfant il a l'habitude de tout le temps un peu grignoter, probablement qu'il ne va pas manger correctement à ses repas clés. Et c'est pas une bonne idée, parce que du coup, le grignotage, c'est pas toujours du grignotage sain. Mais alors, si on grignote un peu plus de grignotage non sain, et puis quand vient le repas, on n'a plus trop envie de manger son repas équilibré, voilà, c'est pas une bonne solution non plus, quoi. Est-ce que tu es plutôt de l'école on respecte les horaires des repas ou on mange quand on a faim? Un peu entre les deux, en fait. Et ça, je pense qu'il y a un horaire qui suit le rythme, je dirais, de la famille, qui est propre à chacun, et aussi des enfants. Et donc, du coup, tout s'imbrique. Une fois qu'on a appris à suivre notre rythme de faim, notre rythme de journée type, en fonction du travail de l'école, je pense qu'il faut s'écouter dans son rythme, mais il faut quand même avoir des horaires, parce que si on commence à être complètement désorganisé en suivant notre faim, c'est pas toujours une bonne solution, je pense. On a besoin quand même d'un rythme, je pense, dans notre journée au niveau alimentaire pour avoir justement, au niveau de nos hormones et notre gestion de l'insuline, du sucre, des bonnes fluctuations vraiment adéquates, quoi, physiologiques. Les jus de fruits du commerce, C'est déconseillé. une grosse croix rouge là. Laisser manger les enfants devant un écran. Déconseillé aussi. Mais je sais que dans certains cas, dans des gros troubles alimentaires, ça peut être la seule solution pour que l'enfant mange. Et donc, je tolère parfois que ça arrive, mais un enfant qui n'a pas de difficulté pour manger, c'est vraiment déconseillé de le laisser devant un écran. Oui, mais si après avoir tout essayé, c'est la seule solution, il vaut mieux quand même qu'il s'alimente, même s'il n'est pas conscient de manger. Ouais, parfois, oui. Parfois, on en arrive là quand on a vraiment besoin de ça. Mais voilà, ce n'est pas du tout optimal. Forcer à goûter à tout. Oui, quand même conseillé. Oui. Peut-être qu'il y a le forcer. Oui, voilà, c'est ça. Le mot forcer n'est pas paraît un peu brutal, mais oui, imposer de goûter à tout. Manger comme les parents dès 1 an. Plus ou moins, modéré, je dirais. Parce que parfois, le problème, c'est que je dois un petit peu cadrer quand je dis, oui, voilà, il peut goûter de tout. Maintenant, c'est vrai qu'on peut être un petit peu plus laxiste et il peut manger le souper avec les parents. Mais quand je parle de ça, c'est souvent pour dire, voilà, ça veut dire que le soir, s'il est éveillé au moment du repas et que ça se met dans son rythme de manger le même souper que vous, ok, pas de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut manger le saucisson de l'apéro, le chips, le boudin, le filet américain. Donc, c'est pour ça que je dis oui, mais modérément. Ok. Un tout petit peu de grenadine dans le biberon. Déconseillé. En fait, est-ce que c'est possible de ne pas aimer l'eau? Non. Non, on finit toujours par l'accepter, mais encore une fois, le problème, c'est qu'avant 1 an, les parents, ils se mettent une pression pour que l'enfant boive de l'eau. Et ils ont l'impression que c'est vraiment vital, quoi. Et donc, ils font tout pour que l'enfant accepte de boire de l'eau. Mais après, une fois qu'on a commencé comme ça, c'est fini pour faire marche arrière. Encore une fois, c'est comme quand on a introduit le sucre. Faire aimer l'eau à l'enfant après lui avoir fait goûter la grenadine, oui, bon courage, quoi. Oui. Donc non, ils finissent toujours par accepter l'eau. Je ne dis pas qu'ils vont aimer ça au même titre qu'un gâteau au chocolat, bien sûr. Mais c'est de l'eau, quoi. Ça n'a pas de goût, donc ils ne peuvent pas ne pas aimer l'eau. Et même les sodas sans sucre, par exemple? Non, ouais, avec les édulcorants, c'est pas conseillé. Ok. Laisser de l'eau à disposition toute la journée? Oui, conseillé. Ok. Écoute, on a balayé tout ce qu'on pouvait balayer ensemble pour aujourd'hui. Si tu devais donner 3 conseils essentiels aux parents qui nous écoutent, ce seraient lesquels? Ne pas se mettre de pression et surtout ne pas en mettre à son enfant. Rester dans toujours de l'alimentation simple et variée et diversifiée. Ne pas chercher à se compliquer la tâche, mais rester sur des bases et éviter le sucre le plus longtemps possible. Super. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir partagé avec nous tout ton savoir, ton expérience, ton expertise, des anecdotes. Oui. C'était vraiment super intéressant. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent et qui vont avoir des petits déclics, des petites choses, parce que faut pas non plus vouloir tout changer d'un coup. C'est pas le but et non, c'est pas non plus mon but de stigmatiser, de faire culpabiliser les parents. On est conscient que chacun fait comme il peut, avec les moyens dont il dispose. Et donc, on n'est vraiment pas là pour culpabiliser, on est là pour informer et essayer de rectifier le tir si c'est faisable, quoi. Oui, super. Merci, j'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous, à poser vos questions sous la vidéo. On se rejoint très vite pour un prochain épisode. À bientôt!